On est sur la réforme de conformité qui va générer le plus de gains les 15 dernières années, hein. Est-ce que par rapport à d'autres exemples européens, on a déjà un peu une idée du gain que ça représente? Est-ce qu'on a déjà des métriques qui sont avancées? Alors ce qu'on estime, et c'est pas vis-à-vis d'autres pays européens, mais plutôt notre collaboration avec beaucoup d'experts comptables, c'est qu'on va réaliser des gains de l'ordre de 20 à 30% du temps qu'on passe sur de la tenue de compte. C'est énorme. C'est très significatif. Bonjour à tous et bienvenue sur Balance Sheet. Je suis Gilles Barcatz, le cofondateur d'Interexco Conseil, cabinet de conseil et de support opérationnel dédié à la fonction finance. Alors Balance Sheet, c'est quoi? C'est le podcast d'Interexco Conseil qui décrypte les enjeux de la fonction finance avec des experts. On espère que vous allez apprécier cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et très bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour Gilles. Je suis vraiment ravi de t'accueillir dans cet épisode de Balance Sheet. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet de transformation majeur pour les entreprises, la réforme de la facturation électronique. Alors, on va en parler avec toi, parce que tu es le General Manager réforme facturation électronique chez Penny Lane. Ensemble, si ça te convient, on va essayer de décrypter le contenu de la réforme, les enjeux, les impacts, et donner un peu des clés à nos auditeurs pour essayer de connaître les modalités pour bien mener cette réforme au sein de leur entreprise. Mais avant de parler de ça, si ça te va, on va te laisser te présenter et essayer un peu de comprendre comment tu es arrivé chez Penny Lane et puis aussi nous donner un peu de détails sur comment Penny Lane a appréhendé cette réforme. Super, écoute, merci à toi et ravi d'être dans votre podcast. Merci à toi. En quelques mots, moi j'ai récemment rejoint Penny Lane. Tu me posais la question de mon parcours. J'ai commencé il y a une petite quinzaine d'années en audit. C'est mes premiers amours, la conso, l'audit de sociétés industrielles complexes. On commence souvent par l'auditeur. Exactement, c'est vrai. Et donc j'ai fait mes classes chez Deloitte. Après ça, j'ai basculé en fait uniquement dans des boîtes de la tech. D'accord. De tailles très différentes, hein, des plus grosses comme Microsoft, dans laquelle j'ai passé pas mal de temps, à des toutes petites comme Swika, une entreprise que j'ai créée, D'accord. dans laquelle on avait très peu de salariés et qu'on a cédé il y a quelques années. D'accord. Toujours dans le champ de la compta ou dans les différentes expériences? Pas du tout. Pas du tout, ouais. Du coup, j'ai plutôt eu des rôles très exposés à des clients finaux. D'accord. Auprès d'équipes Customer Success, vente, management d'équipes de vente et Ok. plus récemment dans une green tech pour laquelle j'avais la responsabilité des équipes de marketing, de vente et d'expérience client Ok. avant de rejoindre Penny Lane il y a quelques mois. Ok. Donc rien à voir avec la facturation électronique. Non, et du coup, ce retour dans ce domaine me ramène à mes premières années et Ok. mes premiers amours, comme je te disais tout à l'heure. Ok, donc tu avais quand même ce petit vernis audit, compta, donc t'as pas non plus plongé dans l'inconnu, c'était quand même des choses qui te parlaient, mais le job de réforme facturation électronique, effectivement, était assez nouveau. Concrètement, en quelques mots, c'est quoi ton rôle aujourd'hui chez Penny Lane? Ouais, donc qu'est-ce qu'un rôle de general manager chez Penny Lane? En fait, ma mission, ça va être d'orchestrer toutes les initiatives qui ont pour objectif de proposer à nos clients finaux la meilleure expérience de plateforme agréée, donc dans le D'accord. cadre de la réforme de la facturation On électronique. va en parler après, oui. On va effectivement en parler a priori pas mal. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc évidemment, moi, je suis arrivé récemment, donc j'ai pris un TGV lancé, hein, avec énormément d'initiatives déjà menées par les équipes de Penny Lane. La montée en compétence a dû être assez costaud, hein. Rapide grâce à toutes les équipes, en Toujours fait, hein. rapide. Et du coup, c'est vraiment un rôle d'orchestration avec des enjeux produits, hein, derrière notre solution logicielle, des enjeux opérationnels pour nous, des enjeux de marketing, de vente, et donc de s'assurer que ensemble, les équipes de Penny Lane apportent la bonne réponse au marché. Et donc, combien de personnes aujourd'hui travaillent sur le produit Penny Lane? Bah, Penny Lane, c'est vraiment une société de product, hein, comme on dit dans le milieu de la tech, et on a plus de 450 personnes dont le métier au quotidien est de développer notre solution logicielle. Moi, ça a l'air d'être vertigineux comme chiffre. C'est beaucoup, 450 personnes sur la partie produit, hein. Si on Dans la tech? compare à d'autres acteurs du marché situés sur notre même marché, hein, de Bien la sûr. production comptable ou des plateformes agréées, on est clairement parmi les acteurs qui investissent le plus sur le développement de notre produit. Et c'est en plus un investissement qu'on renforce chaque année, hein. Pour la petite anecdote, les 2 derniers mois, on a déjà accueilli 200 nouveaux collaborateurs chez Incroyable. Penny Lane, dont la moitié sur les équipes produits.
Incroyable, super. Petite anecdote aussi, mais moi, mon associé, il est également sur Penny Lane et quand tu parles de produits, moi, ça me parle parce que je vois le produit. Alors, je l'utilise pas parce que je suis pas expert comptable et on va en parler après, mais le cœur de cible de votre produit, c'est quand même beaucoup aussi d'experts comptables, pas que, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent et dont mon associé. Et effectivement, je vois le produit, ça a l'air hyper intuitif. Moi, je trouve que l'expérience produit, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, est très intéressante et très intuitive en fait. Et je pense que c'est ça le but d'ailleurs derrière. Super. Si ça te va, on peut peut-être un petit peu parler de Penny Lane parce qu'on en a parlé, mais assez peu finalement. Peut-être nous Bien donner en sûr. quelques chiffres. Alors, il y a 450 personnes sur le produit, mais peut-être en quelques chiffres, Penny Lane, alors, qu'est-ce que ça fait Penny Lane et puis combien de personnes, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, hein? Alors Penny Lane, la vision de Penny Lane, c'est de proposer une plateforme financière qui va permettre de réunir toutes les opérations d'une fonction finance pour les entreprises. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on a derrière ça? On a évidemment une brique d'outils de production comptable, qui a été notre cœur de métier et par lequel on est rentré initialement, hein. On a une brique d'outils de suivi de gestion. Comment est-ce qu'on permet à une entreprise de piloter son business? On a une brique compte pro, puisque la vision de Penny Lane, c'est évidemment de pouvoir connecter son compte avec ses opérations et donc fluidifier un paquet d'opérations. Et cette vision-là, elle s'articule tournée vers les parties prenantes de la fonction finance d'une entreprise. Donc, nativement, comment est-ce qu'on simplifie la collaboration avec l'expert comptable, mais aussi avec n'importe quel autre tiers qui va être impliqué avec les équipes finance Ok. d'une entreprise. Ok. Alors, peut-être pour commencer la transition vers la partie facturation électronique, comment vous avez pris ce sujet de facturation électronique pour vous, qui est un sujet clé aujourd'hui hein, pour Penny Lane? Comment ça a été abordé et est-ce que le choix, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais d'être une plateforme agréée, anciennement PDP, hein, le Ouais. nom a changé récemment, comment vous l'avez pris ce tournant de la réforme de la facturation électronique? En fait, par rapport à la vision que je viens d'exposer, à savoir fournir une plateforme tout en un de tous les services financiers dont a besoin une entreprise, le sujet de la PDP ou de la plateforme agréée, il a été évident depuis le début. Puisque au-delà des briques fonctionnelles dont on vient de parler, la plateforme agréée, elle permet de réunir tous ces flux et du coup de réaliser la vision dont je parlais tout à l'heure, d'unification des flux et de tous les besoins d'une fonction finance. Ok. Donc depuis le début, Penny Lane a bien dans le radar cette réforme de la facturation électronique, qui a d'ailleurs été décalée plusieurs fois. Et pour la petite anecdote, Penny Lane avait déjà mis en place des systèmes équivalents de facturation D'accord. électronique entre clients Penny Lane, justement pour simplifier ces flux de factures. Ok. Ok, ça marche. Très clair. Est-ce que ça a été une difficulté parce que pour être une plateforme agréée, en plus c'est une plateforme qui est agréée par l'État, enfin je veux dire, Oui. il y a un vrai process derrière. Comment vous avez mené ce chantier? Puis est-ce que ça a été difficile? Parce que les sujets d'agrément avec l'État, ça doit être des sujets très compliqués. Est-ce que ça a été une formalité ou est-ce que ça a été vraiment très compliqué à mettre en place? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est qu'aujourd'hui, en novembre 2025, l'ensemble des plateformes qui sont agréées le sont sous réserve. D'accord, Sous réserve parce qu'on est toutes en train de passer les tests de l'État. d'accord. Comment est-ce que ça s'est fait de manière séquentielle, hein? D'abord, il fallait remplir un dossier technique pour expliquer comment est-ce qu'on allait répondre aux exigences de l'administration par rapport au fait de devenir une plateforme agréée. Elles étaient très élevées, ces exigences? C'était surtout expliquer comment est-ce qu'on allait le faire et garantir, apporter des garanties de sécurité puisqu'on fait évidemment transiter des informations confidentielles et stratégiques pour les entreprises. Ok, Donc ça, c'était la première brique. Ensuite, il y a toute une phase de test avec l'administration qui vient valider le bon fonctionnement de notre plateforme. Et c'est des tests qu'on est en train de réaliser aujourd'hui avec l'administration fiscale, parmi les quelques plateformes qui le font aujourd'hui. Et la troisième étape qui va nous permettre d'avoir un agrément définitif, c'est un audit d'une entreprise tierce, d'accord. qui n'est donc ni Penny Lane ni 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 l'État? l'État, selon un code, selon une procédure qui est définie par l'État. D'accord. D'ailleurs, je crois que cet audit, il sera, c'est pas du one shot, hein, ce sera récurrent tous les ans, il faudra se faire Alors auditer. Enfin, il y a un évidemment, il y process. aura un audit régulier à faire et là, c'est un audit qui doit être fait par 100% des plateformes. Nous, on est plutôt en avance sur le sujet, donc on l'a déjà lancé D'accord. et on attend d'avoir le coup de tampon final pour être agréé. Peut-être un dernier point sur Penny Lane avant d'enchaîner sur le cœur du sujet. Comment vous accompagnez vous aujourd'hui alors, on a parlé de la plateforme agréée, donc ça c'est effectivement ce que vous apportez le plus à vos clients.
Quels sont les services additionnels que vous apportez aujourd'hui à vos clients? Comment vous les accompagnez dans ce sujet de réforme de facturation électronique? Alors si on parle vraiment de comment on prépare les entreprises à adopter, cette réforme, en fait, on a 2 axes, hein. Le premier, c'est d'accompagner nos partenaires, que ce soit des experts comptables, comme tu mentionnais tout à Mon l'heure, associé. ou des intégrateurs de notre solution logicielle chez des clients finaux. On accompagne ces partenaires à la préparation de la réforme de la facturation électronique. D'accord. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure d'avoir une bonne compréhension avec eux des flux futurs de factures qui vont être changés par cette réforme, en fait. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Et on les équipe à préparer la mise en conformité de leurs clients. Quel discours porter? Quels sont les critères clés pour choisir une plateforme? Et comment s'assurer qu'on est en conformité au bon moment? Donc OK. ça, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires. Et après, on a évidemment tout un volet en direct avec nos utilisateurs finaux, avec une logique à peu près similaire, hein. La première partie, à mon avis, et qui est hyper importante pour toutes les entreprises, c'est de comprendre ces flux de facturation futurs pour s'assurer qu'ils sont bien contrôlés, bien captés. Et le deuxième sujet en lequel je crois très fort, moi, personnellement, c'est que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on se prépare. Et donc, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est, vu que notre plateforme est déjà prête, on va proposer à nos clients au premier trimestre de l'année 2026, donc là, dans quelques semaines, en fait, de vivre l'expérience de facturation électronique pour ceux qui le souhaitent, en avance de phase. OK. Et donc, ça va leur permettre de comprendre quel est l'impact sur leur processus, comment se préparer au mieux, former leurs équipes, potentiellement capter quelques trous dans la raquette s'ils en ont, et du coup être complètement prêts au 1er C'est septembre. une sorte de pilote, en fait, hein, que tu leur proposes. C'est un pilote pour nos clients. Et juste pour avoir des ordres de grandeur en tête, hein, aujourd'hui, Penny Lane traite quasiment 1 million de factures par mois, dont 5%, il me semble, sont entre entreprises qui sont de Penny Lane à Penny Lane. D'accord. Et c'est donc sur ce flow-là qu'on va leur permettre de vivre l'expérience de facturation électronique dès le premier trimestre. OK, super, ça marche. Moi, c'est vrai que pour l'anecdote aussi, c'est que je reçois quelques mails de Penny Lane et c'est vrai que j'étais un peu, scotché de voir le nombre d'initiatives qu'il y avait. Il y avait, je crois qu'il y a une formation pour être, certifié, facturation électronique. Alors je ne l'ai pas passé encore, mais vraiment je vais le faire Il faut, et je on vais vient je de la vais et je vais sortir. inciter mes équipes à le faire parce que je pense que c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de pédagogie, avec, voilà, des mails, même sur le site, hein, j'ai parcouru le site avant de travailler sur ce podcast et beaucoup de contenu sur le sujet de la facturation électronique. Donc on sent qu'il y a vraiment, beaucoup d'efforts et de pédagogie qui sont mis en place, par Penny Lane sur ce sujet. OK. Oui, ça c'est un bon point. On investit beaucoup sur démystifier cette réforme. Et donc sur notre site, que vous soyez un partenaire, donc un intégrateur, un cabinet d'expertise comptable ou une entreprise dans une direction financière, vous avez tout le contenu pré-mâché qui vous permet d'appréhender la réforme le Super. plus tôt possible. Super. Tu parlais de démystifier, alors je pense que ça c'est une belle transition pour, commencer à justement démystifier, cette réforme. Alors peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi la réforme de la facturation électronique? En quelques mots. Vaste sujet. Mais alors, en 2 mots, c'est l'obligation pour l'ensemble des entreprises d'utiliser une plateforme agréée pour faire transiter toutes ces factures demain. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre de fluidifier les flux de factures, hein, entre fournisseurs et clients, en même temps d'avoir un regard, quand on est l'administration fiscale, sur l'ensemble de ces flux et donc la TVA associée. OK. Donc, si on rentre un tout petit peu dans le détail d'une entreprise, hein, on a déjà ces flux de réception de factures, donc ces flux d'achat vers ses fournisseurs. Et donc, l'ensemble des entreprises françaises devront déclarer au 1er septembre 2026 ce qu'on appelle une PA, une plateforme agréée de réception, qui est en fait rien d'autre qu'une boîte aux lettres dans laquelle demain, vous allez recevoir l'ensemble de vos factures. À l'inverse, quand vous émettez une facture, donc vos flux de vente, on parle du coup de PA émission, plateforme agréée d'émission. Et donc, c'est comment, par quel biais est-ce que vous envoyez toutes vos factures de vente vers une plateforme agréée qui s'occupera de l'envoyer dans la bonne boîte aux lettres. D'accord. Ça, c'est le concept qui est standard entre toutes les entreprises pour les flux B2B. On a un autre type de flux qui est concerné par la réforme, et on va parler du coup ici de e-reporting. Ça va se complexifier alors.
Un petit peu, mais il faut avoir en tête qu'il y a deux grandes briques, le e-invoicing dont on a parlé juste avant et le e-reporting qui concerne tous les flux pour lesquels vous n'avez pas de PA en réception. Donc, quand vous émettez une facture, la personne à laquelle vous envoyez votre facture n'a pas de PA de réception. Ça concerne qui? Ça concerne toutes vos activités B2B à l'international, puisque des entreprises étrangères ne sont pas soumises à notre droit local et donc n'ont pas cette logique de PA de réception, mais aussi toutes vos activités en B2C. En tant que particulier, quand vous allez à la FNAC acheter un livre, vous n'avez pas de PA de réception. Donc sur ces deux flux-là, le B2B à l'international et le B2C, vous avez en tant qu'entreprise une obligation de e-reporting qui est en fait une concaténation de l'ensemble de vos flux de facturation que vous devez du coup déclarer tous les 10 jours à l'administration fiscale. Ok. Et donc ces flux-là, ils arrivent vers ce qu'on appelle le PPF, de mémoire. Tu pourras en parler mieux que moi. Et donc là, c'est un autre acteur de la réforme. Donc là, on a parlé des PA. Et donc ces flux, à un moment donné, ils transitent, ils sont envoyés au PPF. Peut-être nous dire quelques mots là-dessus. Oui, et du coup, pour avoir la vision d'ensemble, du coup, quand demain, à compter du 1er septembre 2026, une entreprise va émettre sa facture, pour avoir une vue d'ensemble sur les futurs flux de facturation à partir du 1er septembre 2026, demain, quand une entreprise va émettre une facture, elle va l'émettre au travers d'une PA d'émission qui va router sa facture vers la PA réception de son client. Et donc là, on est entre deux PA. Et au milieu de ces deux PA se situe le PPF. Le PPF, c'est quoi? C'est le portail public de facturation. Et c'est en fait l'organe de l'État qui va assurer deux fonctions majeures. La première, c'est un annuaire. Donc, on va permettre, grâce à l'annuaire, de savoir où est-ce qu'on doit envoyer nos factures. C'est les pages blanches d'il y a 20 ans, en fait. Où est-ce que vous avez l'adresse de votre fournisseur et donc l'APA va interroger l'annuaire pour savoir où envoyer sa facture et va la router au bon endroit. Première mission du PPF. Et la deuxième mission du PPF, c'est un concentrateur de données et plus particulièrement un concentrateur de données de TVA pour avoir une information en temps réel sur tous les flux de TVA Ok. qu'elle va pouvoir collecter demain. Donc en fait, l'élément qui permet à l'État d'avoir une vision finalement sur ces éléments de TVA, c'est le PPF. Ça se fait via le PPF. Exactement. Et l'État n'est d'ailleurs prioritairement intéressé que par les flux de TVA. Elle n'a pas intérêt à connaître les autres flux, les autres informations. Parce que ça, c'est des questions qu'on peut avoir aussi, c'est-à-dire, ils vont connaître un peu tout notre mode de facturation, les montants, etc. Donc Pas les l'objectif, montants, c'est pas oui, l'objectif, le montant, mais pour calculer la TVA, on va dire. exactement, mais absolument pas les quantités, les produits, ça les intéresse pas. Ok, très clair. Peut-être aussi une autre question. Pourquoi on s'impose ça en fait? Pourquoi l'État nous impose ça? On a plein de réglementations, il y a le RGPD, LCBFT, enfin, les entreprises ont plein de réglementations à mettre en place. Pourquoi on nous impose encore une réglementation? Je pense qu'il y a vraiment deux logiques derrière cette réforme qui est en discussion depuis de longues années et qui enfin se réalise. Il y a une logique fiscale, très clairement, qui est comment est-ce que l'État va mieux piloter sa collecte de TVA, avoir plus de visibilité et fluidifier sa collecte. Moins de fraude, j'imagine. Moins de fraude. Et d'ailleurs, il y a quelques chiffres intéressants sur comment s'est passée la mise en place de la facturation électronique en Italie, par exemple, où c'est en fait plusieurs milliards d'euros de TVA qui ont été récupérés par l'État italien depuis la mise en place de la réforme. Vu l'actualité, c'est pas anodin comme information. C'est sûrement un sujet très important pour Bercy aujourd'hui. Donc ce premier axe qui est l'axe fiscal, mais il y a aussi un axe de digitalisation des entreprises. Parce que derrière, en fait, ça va pousser à une modernisation de nos processus, de nos outils, qui va nous permettre de générer des gains chez chacune des entreprises. Et ça, c'est aussi une vocation qu'a l'État à pousser cette digitalisation pour soutenir de la productivité et se mettre au niveau des entreprises européennes qui ont déjà passé le cap. Ok, donc contrairement à d'autres réglementations, où il y a des vrais gains, mais qui ne sont pas des gains économiques. Je pense, on parle de RGPD, c'est des gains en termes de protection des données personnelles, etc. Mais il n'y a pas de gains économiques. Ce que tu dis, c'est que la réforme de la facturation électronique doit permettre en fait aux entreprises d'avoir des gains économiques, des gains de productivité. C'est quand même radicalement différent des autres réglementations où on est plutôt sur de la protection, des choses qui permettent de pouvoir sécuriser des opérations, contrôler, etc. Là, ça nous apporte vraiment du gain de productivité modulo un petit coup d'entrée, on va dire, mais il y a ce vrai gain de productivité derrière.
Alors, je pense qu'on est sur la réforme de conformité qui va générer le plus de gains des 15 dernières années, hein. Magnifique. Pourquoi? Aujourd'hui, imaginez le temps que vous passez à collecter vos factures, relancer vos clients pour être payés. Ça, c'est des sujets qui vont être entièrement automatisés. En tout cas, vous allez savoir si votre facture est bien reçue, si elle est validée, si elle est payée. Et donc, vous allez avoir de la visibilité complète et concrète sur toute la chaîne de facturation. Donc ça, c'est déjà un vrai gain pour les équipes financières ou ADV. Et le deuxième sujet qui est très significatif en termes de gains, c'est l'automatisation de la production comptable. Aujourd'hui, quand vous allez avoir des flux de facturation qui vont être complètement structurés par la facturation électronique, ça veut dire qu'on va être en capacité d'automatiser 100% ou quasiment 100% de la production comptable. Et donc l'ensemble du temps qui est passé par les équipes finances aujourd'hui à de la saisie va disparaître. Et ce temps-là, on va pouvoir le réinvestir sur des sujets à plus forte valeur ajoutée pour chacune des entreprises. Ok. Donc les gains, ils vont être concrets et directs à partir du moment où on mène bien cette réforme au niveau de l'entreprise. Et est-ce que par rapport à d'autres exemples européens, on a déjà un peu une idée du gain que ça représente? Est-ce que on a déjà des métriques qui sont avancées? Alors, ce qu'on estime, et c'est pas vis-à-vis d'autres pays européens, mais plutôt de notre collaboration avec beaucoup d'experts comptables, c'est qu'on va réaliser des gains de l'ordre de 20 à 30% du temps qu'on passe sur de la tenue de compte. Super, donc c'est énorme. C'est très significatif, ouais. Ok, très clair. Peut-être des petites questions assez basiques sur des idées reçues qu'on peut avoir. On parlait tout à l'heure de ces fameuses plateformes agréées. On est obligé d'avoir une PA? Est-ce que notre outil de facturation ne peut pas faire ce travail? Alors, il y a deux questions dans la question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une PA? Oui. D'accord. Au 1er C'est septembre une obligation. 2026, chacun doit avoir déclaré sa boîte aux lettres pour permettre à n'importe quelle entreprise de vous envoyer leur facture sur votre boîte aux lettres officielle. Ok. Donc ça, pas le choix. Après, est-ce que ça veut dire que ça remet en cause tous vos processus? Absolument pas. Si aujourd'hui, vous facturez vos entreprises avec un logiciel spécifique qui répond parfaitement à votre besoin, la seule question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que ce logiciel est lui-même plateforme agréée demain? Oui, non. Si c'est oui, très bien, utilisez-le. S'il ne l'est pas, comment est-ce que cet éditeur de logiciel prévoit sa conformité avec la facturation électronique pour envoyer ses factures demain via une plateforme agréée, qui Ok. peut être Pennylane ou n'importe quel autre du marché? D'accord. On est obligé d'avoir une PA, mais potentiellement, notre outil de facturation est peut-être déjà PA également. Ou alors, vérifier s'il se connecte bien aux PA qui ont été pour l'instant agréés sous réserve. Ok. Exactement. Et ça, c'est bien un travail qui est à la charge des éditeurs, parce qu'un éditeur de logiciel qui sera concerné par cette réforme ne peut survivre demain que s'il est connecté à ce nouvel écosystème de facturation électronique. Ok. Sinon, il n'est plus conforme et il va disparaître. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, avoir une PA, ça a un coût? Est-ce que c'est un service gratuit? Est-ce que c'est payant aujourd'hui pour les entreprises? Ça... Là, vous êtes sur un marché qui est pris par des entreprises. Et donc, en fait, ça va dépendre de leurs offres commerciales. Si vous regardez Pennylane, aujourd'hui, Pennylane a décidé d'inclure à tous ses plans existants la PA, sans surcoût. Donc, vous pouvez, si vous êtes aujourd'hui utilisateur de Pennylane, ou si vous souhaitez le devenir demain, activer la plateforme agréée de manière incluse à vos plans et donc sans surcoût additionnel. Ok. Ça, on arrive à le faire de manière très simple. C'est qu'aujourd'hui, nous, on avait une charge assez significative sur le traitement par OCR des factures. Donc l'OCR, c'est la reconnaissance d'images pour derrière traiter des flux de factures et les transformer en écriture comptable. Ça avait un coût pour nous assez significatif. On va réduire ce coût grâce à la facturation électronique puisque ça fait des flux structurés. Et donc, on permet du coup d'avoir une plateforme agréée dans nos abonnements. Ok. Vous avez d'autres acteurs du marché qui vont facturer leur PA selon des modalités qui leur sont propres. Et ça, c'est plutôt à voir avec chacun d'entre eux. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de PA émission, PA réception? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir une PA émission et une PA réception? Ou est-ce qu'une PA fait les deux? Comment ça fonctionne? Alors, une PA va... Je vois pas de cas où une PA ne ferait pas les deux. Pennylane est évidemment une PA d'émission et donc vous permet d'envoyer vos factures de vente et une PA de réception pour traiter tous vos flux d'achat fournisseurs. Le sujet des flux, en fait, il se pose au niveau des entreprises.
On en parlait tout à l'heure, si vous avez un logiciel de facturation qui est connecté à une PA tierce, alors peut-être que dans une logique de ne pas bousculer vos flux, vous allez avoir envie de vous connecter à la PA d'émission de ce logiciel de facturation. Mais pour tenir toute votre comptabilité, vous souhaitez prendre la PA de votre outil de production comptable et donc J'imagine. de Penny Lane. Et peut-être que c'est plus simple aussi d'avoir dans une seule PA toutes les informations plutôt que d'avoir différentes PA où il faut après traiter ces informations de différents outils. Enfin, ça amène certainement de la complexité derrière. En fait, ça amène de la complexité, mais ça va aussi éviter un vrai travail du côté des entreprises. Juste qu'on soit clair sur le sujet, quand vous passez par des PA, vous remontez des informations fiscales à l'administration, des informations sur votre TVA à chaque facture. Et donc, ce qu'apporte cette réforme de la facturation électronique, c'est qu'au lieu d'avoir une seule déclaration de TVA, la mensuelle, votre CA3 ou annuelle, etc., vous allez toujours avoir cette déclaration, mais vous allez avoir en parallèle, via des PA, des remontées d'informations sur tous vos flux de TVA. Et ce qui est hyper important pour vous en tant qu'entreprise, c'est que ces flux, ils racontent la même histoire et que vous n'ayez pas des écarts entre deux déclarations de TVA ou deux remontées d'informations de TVA, parce que sinon Bercy va se poser des questions et là, vous allez avoir Ok. un autre sujet. Ok. Donc le fait d'avoir une PA unique en émission et en réception, c'est vous garantir un contrôle de la cohérence des informations que vous remontez à l'administration. Et je pense que chacun jugera que c'est une bonne idée. J'imagine aussi. Est-ce que, dernière question sur la partie PA, mais est-ce que chaque PA communique entre elles? Enfin, est-ce que la PA... Bien sûr. D'accord. C'est Bien prévu? sûr. C'est prévu? En fait, c'est le cœur même de la réforme, hein. Les PA font transiter les factures entre elles pour le compte de leurs clients. D'accord. Donc, pas de risque en prenant une PA, parce que je crois qu'il y en a une centaine. Enfin, on Plus de parlait d'un 110. marché concurrentiel, c'est hyper concurrentiel, il y a une centaine d'acteurs sur ce sujet-là. Il n'y a pas de risque d'isolement, je sais pas, numérique ou électronique, on va dire, sur le fait de prendre une PA plutôt qu'une autre. On n'est pas obligé de se greffer sur les PA de ses fournisseurs pour savoir ce qu'ils ont exactement pour prendre la même. Non, pas besoin de Non, ça. parce Tout le monde communique ensemble. on a un protocole technique unique derrière qui nous permet de faire transiter les flux de factures. Ok, très clair. Peut-être pour bien comprendre cette réforme, concrètement, c'est quoi les principaux impacts aujourd'hui pour une entreprise par rapport à la réforme de la facturation électronique? Alors, on en a parlé, il y a choisir une PA, mais d'un point de vue peut-être plutôt process, voilà, comment on doit aborder cette réforme? C'est quoi les principaux impacts pour une entreprise qui souhaite se mettre, enfin qui va devoir se mettre en conformité sur ce sujet? Bah, le premier impact, 1er septembre 2026, c'est que vous allez avoir des nouveaux flux de factures. C'est-à-dire qu'avant, vous récupériez vos factures par boîte mail, par courrier, je pense plus Plus beaucoup. beaucoup, j'imagine, plus beaucoup. Mais ça peut encore arriver. Demain, vos factures, elles vont arriver dans une boîte digitalisée, votre boîte aux lettres, la PA de réception. Donc déjà, il faut calibrer, ou en tout cas s'assurer de bien récupérer tous ces flux de vente et organiser ces équipes pour récupérer ces factures. D'accord. Deuxième sujet, On peut avoir un flux entre la PA, j'imagine, qui envoie les informations après sur ces logiciels de gestion, de compta, etc. J'imagine. Enfin, exactement. D'accord. En fait, si vous prenez un logiciel intégré comme Penny Lane Lay, la PA pour vous, elle est transparente. Vous ne voyez même pas ce que c'est qu'une PA. Je comprends. C'est vos factures qui arrivent dans votre outil de production comptable et vous n'avez plus qu'à les valider, traiter comptablement, mais ce sera fait par l'outil, et les payer. Les flux d'émission, eh bien c'est pareil, il faut juste s'assurer que vos flux, ils repartent au travers d'une PA d'émission pour être conforme à la réforme. Il faut avoir en tête que chaque facture que vous allez émettre qui ne passera pas par une PA à partir du 1er septembre 2026 si vous êtes une grande entreprise ou une ETI, ou à partir du 1er septembre 2027 pour toutes les sociétés françaises, vous aurez une amende de 50 € par facture. Je crois même qu'il y avait le projet de PLF, alors je ne sais pas s'il a été adopté ou pas, mais d'augmenter ce montant de sanctions pour le... Alors, dans le projet de loi de finances de 2026, ce qui est ajouté en termes d'amende, c'est la non-déclaration d'une plateforme agréée en réception. D'accord. Et donc, si vous n'avez pas déclaré une plateforme agréée à compter de la réforme, alors vous avez une amende de 500 € dès le premier jour qui sera renouvelable tous les mois et qui augmentera en Ok. montant. Et comment on la déclare, pardon, cette PA? Tout simplement avec votre logiciel de gestion, hein, dans Penny Lane, ce que vous faites, c'est que vous déclarez Penny Lane en tant que plateforme agréée. Ok. Et nous, on vous renvoie instantanément votre numéro de boîte aux lettres officielle D'accord.
que vous pourrez transmettre à tous Donc, vos utiliser fournisseurs. une PA ne signifie pas qu'on l'a forcément déclarée. Faut quand même la déclarer. Même si on l'a choisie, il faut quand même la déclarer auprès de l'administration. C'est la première action à faire dès maintenant, déclarer sa plateforme agréée. Je pense qu'il faut combattre une idée reçue sur cette réforme qui existe dans beaucoup d'entreprises en France. Oui, l'entrée en vigueur de la réforme, c'est le 1er septembre 2026, mais le 1er septembre 2026, c'est là où les amendes commencent, en fait. Donc, c'est la voiture balai qui franchit la ligne d'arrivée. Ceux qui seront derrière la voiture balai seront en situation de non-conformité et s'exposent à des amendes. Donc, c'est un sujet qu'il faut prendre maintenant, et la première chose à faire, c'est déclarer sa plateforme agréée. Ok. Tu as parlé justement de ce qu'il faut faire maintenant, c'est choisir sa PA à déclarer. Quelles sont les autres actions à mettre en place là aujourd'hui pour une entreprise concrètement? Elle a compris qu'il faut se mettre en Mm. conformité. Je pense qu'elle comprend aussi qu'elle ne doit pas le faire au 1er septembre 2026. Il faut un peu anticiper la réforme. Là, concrètement, c'est quoi les actions à mettre en place là, pour commencer le projet et se mettre en conformité? Moi, je pense que la priorité de toute direction financière aujourd'hui, là, c'est d'avoir une compréhension claire de l'ensemble de ces flux de factures aujourd'hui. Factures d'achat qui sont en général un peu plus simples et factures de vente qui peuvent être faites par différents canaux. Donc là, il faut avoir une grande clarté sur l'ensemble de ces flux et avoir une cartographie de par quel PA je souhaite passer pour être capable de récupérer mes flux de factures ou de rendre conforme mes flux de factures, que ce soit des flux d'achat ou des flux de vente. Et une fois que vous avez une bonne compréhension de ces flux, choisir la PA qui va vous permettre de récupérer facilement ces flux, donc idéalement la même PA et qui est connectée à votre outil de production comptable. Comme ça, vous captez tous ces flux de vente et d'achat et ça vous permet derrière de réaliser les gains de la réforme qui sont automatisation de la production comptable, automatisation de tous les statuts de déclaration de vos factures vers Bercy et moins de courses à la facture comme vous Ok. pouvez avoir dans vos équipes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut cartographier ses flux. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et j'imagine que cette cartographie des flux permet derrière de choisir sa PA. Parce que peut-être que c'est en fonction de ces cartographies de flux qu'on va pouvoir choisir sa PA. Puis il y a un volet IT. On parlait d'intégrateurs tout à l'heure, des partenaires intégrateurs. Donc il y a aussi la logique de se dire comment cette PA s'intègre dans mon écosystème IT au sein de mon entreprise. J'imagine. C'est un gros chantier IT à prévoir. En fait, je pense que c'est très juste. Et je pense que peut-être pour pas affoler tout le monde, ça va vraiment C'est pas le dépendre de but. l'entreprise. On va avoir des TPE qui vont avoir des flux simples et pour lesquels le coût et la complexité de mise en conformité va être très modeste. Vous avez des flux simples, vous avez un outil de production comptable type Penny Lane. En fait, vous activez votre plateforme agréée et derrière, tout se fait automatiquement. La bonne personne vers qui se tourner pour les TPE, ça va être votre expert comptable qui est certainement le tiers de confiance le plus légitime pour vous guider là-dessus. Sur une entreprise de taille plus grande ou un peu plus structurée, avec un peu plus de complexité dans ses flux, c'est là où la nécessité d'avoir une bonne cartographie, une bonne compréhension de ses flux et une bonne compréhension de son écosystème informatique est clé. Ça nécessite un tout petit peu d'anticipation pour éviter de désorganiser ses équipes avant la réforme. Et les bons partenaires pour se faire accompagner, ce sont des intégrateurs, des sociétés en conseil expertes sur ce sujet qui vont pouvoir vous aider à démêler vos flux et vous proposer la meilleure solution pour tirer les gains de cette réforme. Une autre question sur justement ces différents impacts pour se mettre en conformité avec la réforme. Comment on choisit sa PA? C'est quoi les critères pour choisir une PA? On a beaucoup parlé de Penny Lane, mais chaque acteur, il y en a une centaine, propose des services peut-être différents. Comment une entreprise choisit sa PA aujourd'hui? Voilà, je vais essayer d'être le plus agnostique possible, mais je pense que les bonnes questions à se poser, c'est en fait le choix d'une PA, ça amène un choix plus large de revisiter est-ce que j'ai les bons outils pour les 15 prochaines années. Et si on regarde ce qui est critique, à mon avis, pour le choix d'une PA, c'est est-ce que j'ai un outil qui est évolutif? D'accord. Si on regarde juste ce qui s'est passé en Italie, il y a eu des dizaines d'ajustements de la réforme dans les mois qui ont suivi la mise en place de la réforme. Et donc, il faut avoir un outil qui est capable de s'adapter à ces modifications. Deuxième sujet, c'est est-ce que j'ai un outil qui est connecté? Puisque pour réaliser des gains, il faut effectivement que je puisse connecter tous mes flux ensemble. Et donc, ça va me permettre d'avoir une automatisation avancée et donc de réduire la charge sur mes équipes.
Donc avoir un outil qui est très connecté, très ouvert avec les outils que vous utilisez aujourd'hui dans vos processus métiers. Et peut-être dernier point, c'est d'avoir un outil qui est propriétaire. Propriétaire dans le sens, qui développe réellement la plateforme agréée que vous choisissez et quel est le modèle économique de cette plateforme? Il y a beaucoup de sociétés qui proposent aujourd'hui des PA qui sont développés par des tiers et du coup, ils n'ont pas le contrôle ni de la roadmap technique et technologique, ni de la politique commerciale de ce tiers à qui ils font confiance pour prendre une PA. D'accord. Et je pense que c'est un sujet, important pour le contrôle de ces flux futurs. Ok, très clair. Peut-être une autre question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des zones d'ombre par rapport à la mise en place de cette réforme? Alors, il y a eu des là, on a couvert les cas très simples, de facturation. Il y a des secteurs d'activité, dans le bâtiment, par exemple, qui ont des cas, de facturation, avec des tiers et qui peuvent être très complexes. Donc là-dessus, il y a eu un gros travail réalisé par l'AFNOR de recensement de l'ensemble des cas particuliers dans le cycle de vie d'une facture, quel que soit le secteur d'activité. Et donc ça a donné une liste assez longue, hein, de 36 cas d'usage, Le diable se cache dans les détails souvent avec ce type de particularités. Forcément, ça peut pas être homogène pour tout le monde. exactement. Et du coup, ce travail qui a été fait permet aujourd'hui à l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par la facturation électronique, et quand je parle des acteurs, plutôt côté éditeur de solutions logicielles, hein, comme Penny Lane, de s'assurer que nous amenons sur le marché une plateforme et des outils de gestion derrière qui vont permettre de couvrir ces cas-là. Et donc, le travail de démystification, il a été fait et mené par l'AFNOR. Il en reste potentiellement quelques-uns à découvrir, hein. La communication actuelle de l'AFNOR qui va peut-être amener encore quelques cas spécifiques, mais qui sont des cas qui concerneront, je ne sais pas, C'est la marge. moins de 1 pour 1000 des entreprises françaises. Et donc je ne pense pas qu'il y ait un grand besoin de clarté additionnelle aujourd'hui sur la préparation de cette réforme. C'est juste maintenant un sujet d'exécution, de bonne exécution pour la mise en conformité. D'accord. C'est intéressant parce que moi, j'ai un copain qui travaille dans une société de restauration. Ils ont plusieurs restaurants. Et c'est vrai que le sujet de, bah, quand tu payes, tu es une entreprise, tu vas au restaurant et tu payes en tant qu'entreprise la facture de ton repas. Bah, comment ça marche, quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de PA à ce moment-là, mais tu n'es pas un B2C, à ce moment-là, tu es un B2B. Donc, voilà, quand tu parlais des cas particuliers, c'est vrai que ça me faisait penser à cet exemple de la restauration où effectivement, bah, comment ça se gère pour que le restaurateur, ce soit pas un enfer pour lui de devoir renvoyer la facture à la PA de la personne qui vient de déjeuner. Enfin, des cas assez compliqués opérationnellement à gérer. Le cas de la note de frais est typiquement un des cas bien, bien documentés par l'AFNOR pour expliquer qu'un particulier en fait agit comme une entreprise et va déclarer de la TVA déductible quand il va faire sa note de frais. D'accord, donc ces sujets-là, ils sont traités, ils sont identifiés. Tout à Ok, fait. super. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a une chance que cette réforme soit encore repoussée ou pas? Alors ça, moi personnellement, j'y crois pas du tout. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter récemment avec la DGFiP, qui avait une posture très claire sur le sujet. Cette réforme, elle a déjà été décalée. Elle a été décalée pour permettre aux entreprises et aux éditeurs de solutions logicielles d'être prêtes. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison pour la décaler. D'accord, on y va, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, super. Peut-être une dernière question. Tout ça, ça a été très clair. Je pense qu'on a vraiment bien compris tous ces différents enjeux. Est-ce qu'il y a peut-être une question que je t'ai pas posée par rapport à cette réforme et que tu aurais aimé que je te pose pour avoir une meilleure compréhension de cette réforme? Mais je pense qu'aujourd'hui, on a eu une discussion orientée sur ce qui nous préoccupe dans l'année à venir. Mais en fait, il faut savoir que cette réforme de la facturation électronique, elle s'inscrit dans le cadre d'une directive européenne qui s'appelle VIDA Ok. 2030 et qui vise en fait à standardiser l'ensemble de ces factures pour, euh, pour le marché européen. Donc, quand on fait ce petit pas vers la facturation électronique en France, on s'inscrit dans un pas plus large qui va soutenir en fait le commerce entre les États membres de l'Union européenne. Et moi, je suis hyper optimiste par rapport à ça, puisque je suis convaincu que simplifier les flux de facturation, simplifier le business entre les entreprises en Europe sera bénéfique pour les entreprises françaises et pour l'avenir de l'Europe en général. D'accord. Donc, il y a encore pas mal de choses à venir. Ce petit pas de conformité par rapport à la réforme de la facturation électronique, il y a encore d'autres choses derrière qui vont arriver avec cette directive qu'on appelle VIDA, hein, de mémoire.
Exactement. Pour 2030. Qui visera en fait à harmoniser l'ensemble des systèmes de facturation électronique en Europe. La bonne nouvelle en choisissant Penny Lane, hein, c'est que vous choisissez un acteur européen, enfin français aujourd'hui, mais qui vise à être européen. On est déjà en train d'ouvrir l'Allemagne et J'ai vu ça. d'embarquer nos premiers clients en Allemagne. Et pour nous, cette vision facturation électronique en Europe, elle est critique dans notre développement. Et donc, la solution qu'on apporte aujourd'hui sur le marché français, c'est la solution qui permettra à nos clients d'être conformes aux réformes de demande. Merci beaucoup Antoine pour tous Merci. ces éclaircissements. Je pense qu'on a tout compris. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne.